En réalité, ben quoi, on voit quoi là? On voit sous le nez, ça crève les yeux. On voit que la France est en train de perdre pied et on découvre que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de nous supplanter. C'est-à-dire que s'il est certain que la Russie a mis de l'huile sur le feu au Sahel contre nous, il faut se poser la question d'un autre pays, qui est les États-Unis d'Amérique, dont nos médias ne parlent jamais sur le Sahel, alors qu'en fait, ils ont un rôle beaucoup plus important, en tout cas c'est mon analyse. Salut cher ami, comment ça va? J'espère que tu vas très bien et que tes affaires avancent d'excellence en excellence. En tout cas, c'est tout mon vœu. Merci d'avoir regardé la vidéo d'hier dans laquelle j'ai donc fait rappel des propos tenus par Macron à l'égard de la Russie, qu'il qualifie de puissance de déstabilisation de l'Afrique, et le discours tenu par Poutine, discours stratégique, très intelligent et sage, décrivant l'approche de sa relation avec les États africains. Dans cette vidéo, nous allons encore voir une attitude extraordinaire donc d'une autre puissance, hein, donc je parle des États-Unis, dans l'affaire du Niger. Et la dernière en date, c'est celle du 12 décembre 2023. Je ne sais pas si tu es au courant de cette affaire, mais ça m'a rappelé une analyse extraordinaire que François Asselineau avait faite de l'attitude des États-Unis depuis le début de cette crise. Alors que Macron crie haut et fort que sa politique est la bonne et qu'il ne veut écouter personne, même pas les États-Unis. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Les États-Unis ont adopté une attitude qui privilégiait plutôt la conservation de leurs propres intérêts. Je te rappelle quelques dates récentes pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé réellement le 12. Au fait, le 12 décembre, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines s'est rendue à Niamey pour rencontrer plusieurs responsables, y compris le chef du gouvernement nigérien. Et elle a dit tout simplement que les États-Unis sont prêts à reprendre leur coopération avec le Niger sous conditions. Quelles conditions? Deux conditions. Les mêmes que celles fixées par la CEDEAO à l'issue du 64e sommet tenu le 10 décembre. Ce sommet, donc, à ce sommet, la dame en question, Madame Molly Fay, donc la secrétaire d'État adjointe américaine, y a été invitée. Et donc, tu te rappelles, j'ai déjà fait l'analyse du communiqué final. Dans le communiqué final, il y avait deux conditions, en tout cas, qui étaient fixées au Niger. La première, il faut que les autorités s'engagent sur une période de transition de courte durée. La seconde, il faut qu'ils libèrent immédiatement Bazoum, sa femme, en tout cas sa famille, et ses collaborateurs. C'est la même chose que la secrétaire a dite en exigeant ces deux conditions pour que les États-Unis reprennent les coopérations avec le Niger. Mais la vérité est tout autre. La vérité de ce déplacement, tu vas découvrir, est beaucoup plus stratégique. Et ce n'est pas un certain sentimentalisme ou suivisme des décisions de la CEDEAO ou même de soutien des décisions de la CEDEAO. Je te rappelle quelques dates. Le 26 juillet, il y a eu le coup d'État. D'autres attitudes, tu vas les découvrir dans la vidéo que je vais partager avec toi. Mais je vais un peu plus loin. Le 10 octobre, les États-Unis prennent acte du coup d'État. Considère que c'est un coup d'État. Parce qu'avant, tout le monde parlait de tentative de coup d'État. Et la CEDEAO, c'est avant-hier, le 14, qu'elle sort un communiqué pour dire qu'elle reconnaît finalement qu'il y a eu effectivement un coup d'État au Niger et par conséquent, le Niger est suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO. En fait, c'est bizarre quand même. Depuis lors, c'est maintenant. Et c'est pour dire que, bon, si on a invité le Premier ministre nigérien, l'ex-premier ministre nigérien, lors du sommet du 10 décembre, c'est parce qu'on considérait que c'était toujours Bazoum qui est le président légitime. Et donc, c'était une tentative de coup d'État jusqu'au 10. C'est à la fin du sommet du 10 qu'on a conclu que, voilà, il y a vraiment un coup d'État. Mais on n'a pas précisé ça dans le communiqué final. D'accord? C'est après le passage
de la secrétaire d'État américain, voilà, agente américaine aux affaires africaines, au Niger, après son passage, que 2 jours après, on sort un communiqué pour dire non, on reconnaît finalement qu'il y a eu un coup d'État et donc on suspend le Niger. C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, je te disais que le 10, les États-Unis ont reconnu déjà qu'il y a eu un coup d'État. Par conséquent, ils ont suspendu le financement de certains programmes et la coopération voilà, avec le Niger dans certains programmes, tout en maintenant l'aide humanitaire. Le 3 décembre, note bien cette date, le 3 décembre 2023, il y a eu une délégation russe dirigée, conduite par quoi? Le ministre de la Défense, d'accord, qui est reçu au Niger par le ministre de la Défense du Niger pour le renforcement de la coopération militaire. À l'issue de cette rencontre, les parties ont procédé à la signature d'un document d'entente dans le programme du renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la République de la Fédération de Russie. Le 3 décembre, le ministre des Affaires, en tout cas le ministre de la Défense russe, a rencontré le ministre de la Défense nigérien pour discuter du renforcement de la coopération militaire. Ils ont même signé un document là-dessus. Le 10 décembre, la CEDEAO tient son sommet dans lequel elle reconnaît un tout petit peu les autorités puisqu'elle parle de transition désormais. Et le 12 décembre, notez bien qu'à ce sommet, Madame Molife y était. Le 12 décembre, la secrétaire d'État américaine, adjointe, la secrétaire d'État adjointe américaine s'est rendue au Niger en faisant ce communiqué dont je viens de te parler. Le 3 décembre, les Russes sont passés et le 12, eux, ils sont passés pour essayer de s'assurer que leur intérêt est maintenu, qu'ils ne sont pas, bien évidemment, donc, en train de se faire remplacer par les Russes. Au fait, c'est une question j'allais dire, de guerre d'influence. C'est vraiment sérieux. Malheureusement, Macron n'a pas donc sous-joué le jeu et s'est fait avoir, j'allais dire tout simplement, par sa propre ignorance ou plutôt son orgueil, tout simplement. Parce que dans toute cette affaire, c'est la France qui a perdu, la France qui est chassée. Les États-Unis qui ont une présence plus forte, plus importante que la France au Niger, n'est donc pas, en tout cas, les troupes américaines ne sont donc pas renvoyées. C'est une question de guerre entre l'Occident, l'OTAN et la Russie. Maintenant, ce qui est vrai pour les Africains, qu'ils fassent la guerre entre eux. Tant que les Africains ont leur part, leur intérêt garanti, on s'en fout, tout simplement. Ce qui est important pour la génération nouvelle, ce n'est pas d'être pro-russe, pro-américain ou anti-qui que ce soit. C'est tout ce qui respecte les intérêts des Africains, comme l'a évoqué clairement le président guinéen lors je crois, de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. On est pro-africain. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je te laisse écouter la suite de cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager et me donner ton point de vue. Me dis surtout la leçon que tu retiens. Je pense qu'il est très sage de ne pas s'agiter quand il y a des problèmes, comme l'a fait Macron. Il est très sage de faire les choses posément et bien sûr, donc avec une certaine intelligence. Même si la situation te dérange, il faut quand même conserver certain respect. Le manque de respect, l'arrogance de Macron a détruit complètement et continue de détruire les intérêts de la France. Et toi aussi, à ton niveau personnel, il faut en tirer une leçon pour ta vie personnelle et professionnelle afin d'être excellent dans tes rapports avec les autres. Voilà le but de ce que nous faisons sur cette chaîne. Merci de l'avoir suivi encore, de la suivre jusqu'à la fin de cette vidéo et de me donner ton point de vue en commentaire. À tout à l'heure. J'ai déjà, dans une vidéo précédente où je expliquais que la France était en train d'être chassée d'Afrique, du moins du Sahel, j'expliquais déjà que
au début du mois d'août, il y a eu le coup d'État le 26 juillet à Niamey. Le 7 août, j'expliquais que Mme Victoria Nuland, numéro 2 du département d'État américain, dont certains considèrent d'ailleurs que c'est la vraie numéro 1 et que Blinken ne serait là que pour la décoration, parce que Mme Victoria Nuland, c'est vraiment une fonctionnaire depuis longtemps du département d'État. C'est elle qui est à l'origine, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'affaire du Maïdan. C'est elle qui avait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev en 2014, qui s'appelait Geoffrey Pyatt, en lui disant voilà les gens qu'il faut au gouvernement. J'ai déjà eu l'occasion de dire aussi que Mme Victoria Nuland, c'est elle qui, à la première, avant même le président Biden, indiquait qu'il allait falloir sans doute que Nord Stream 2 ne pourrait pas fonctionner si la Russie intervenait en Ukraine. Donc probablement elle est à l'origine des conseillers qui ont demandé à Biden de faire sauter Nord Stream. J'ai déjà expliqué qu'elle est la femme de M. Kagan, qui est le chef, en fait, de l'État profond américain, du moins de cette école qu'on appelle des néoconservateurs américains. Eh bien, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente que le 7 août, c'est-à-dire 10 jours après le coup d'État, elle était à Niamey pour discuter le coup avec les putschistes, sans bien sûr avoir si peu que ce soit prévenu la France, alors que dans l'imaginaire collectif, et ce que l'on veut faire croire aux Français, c'est que la France ferait encore la pluie et le beau temps au Sahel, ce qui n'est plus vrai, et ce qu'il est d'ailleurs de moins en moins. En fait, Mme Victoria Nuland est allée, sans en référer à la France, ni évidemment aux pays de l'Union européenne, est allée s'installer à Niamey pour discuter le bout de gras pendant quelques heures avant de repartir, et elle a discuté avec les putschistes. Au passage d'ailleurs, le chef des putschistes lui-même, on apprend quand on regarde sa bio, qu'il a fait une partie de sa biographie aux États-Unis. Les Américains ont en fait une présence au Niger qui est significative, qui est même plus importante que les Français. Nous, on a une base avec à peu près 1500 militaires, c'est tout à fait significatif. On a une base militaire au Niger, mais les Américains, ils en ont 3 en fait. Ils ont d'abord une première base, qui est la base que l'on appelle la base 101, qui se situe juste à côté de l'aéroport international de Niamey et qui compterait environ à peu près 1000 soldats américains, donc juste à côté de la capitale. Ils ont une deuxième base, qui est la base dite 201, et qui se trouve dans le nord, qui se trouve à Agadez, donc qui est déjà plus éloignée de la capitale, donc plus proche en fait de la Libye. Et dans cette base 201, c'est une base qui fait 25 km² de superficie, ce qui est quand même très considérable. 25 km², c'est, imagine une base qui fait 5 km sur 5, un carré de 5 sur 5 à peu près kilomètres, c'est quand même pas rien. Et qui est d'ailleurs la deuxième base militaire américaine en superficie, après celle de Djibouti. Djibouti qui était un territoire de la République française jusqu'en 1975, et qui a pris son indépendance en 1975, et où la France, progressivement, est en train de perdre pied, puisque à la fois les Américains y ont installé une base, mais également maintenant les Chinois ont installé une base. Et donc la France, à Djibouti comme ailleurs, est sur le reculoir du fait de l'impéritie complète de nos dirigeants depuis maintenant un certain nombre de belles lurets. Or, que la France retire ses troupes, moi je ne suis pas un néocolonial, je ne trouve pas ça forcément mauvais, mais ça dépend aussi à quoi servaient les troupes. S'il s'agit de protéger des régimes qui sont des régimes démocratiques contre des déstabilisations, je suis favorable à ce qu'on prête le main. Mais là, il s'agit de trop chaud. Là, il s'agit en fait que la France se fait chasser pour en fait livrer la place au jeu des très grandes puissances de notre époque, qui sont la Russie, Wagner, la Chine à Djibouti, les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours là, bien entendu. Alors cette base 201 de 25 km², elle est spécialisée notamment dans les drones. Et puis alors, comme si tout ceci ne suffisait pas, il y a une troisième base militaire américaine qui est secrète, dont l'existence a été révélée par un article du New York Times, qui est quand même le journal américain de référence. Et ça a été révélé en 2018, et c'est une base secrète parce qu'elle est gérée non pas par le département de la Défense, le ministère de la Défense, mais elle serait gérée directement par la CIA, c'est-à-dire les services de renseignement et d'action à l'étranger. Donc cette base, dite base secrète, enfin tous les spécialistes la connaissent, se situe dans le nord, à Dirkou,
En voici une photo par satellite. Et cette base sert de point d'attaque, enfin de lieu où sont coordonnées par la CIA des attaques contre les insurgés islamistes du sud de la Libye ou du nord du Niger. Ajoutons encore à tout ça, à ces trois bases, un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Niger qui date de 2015, sous la présidence d'ailleurs française de François Hollande. Donc les États-Unis ont signé un accord militaire de coopération entre les États-Unis et le Niger pour faire de la formation, de l'envoi de formateurs, de l'envoi de matériel militaire, etc., etc. Donc ça fait quand même belle lurette que les États-Unis ont pris pied au Niger et que leur présence est objectivement supérieure à la présence française aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Alors, tout ça ne termine pas, ne règle pas encore la question, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les Américains ont une stratégie qui semble extrêmement précise, coordonnée, réfléchie, scandée dans le temps, avec tout un agenda programmatique de mise du Niger sous tutelle au profit des États-Unis, alors que la France, avec Macron, c'est zéro. C'est absolument zéro. Macron s'est plaint de ne pas avoir eu les informations de la DGSE. Il a commencé à attaquer ses services. Et la première chose qu'il a dite après avoir appris le coup d'État, c'est que c'était un coup d'État, que c'était inconstitutionnel, c'est un scandale, comme s'il était la personne qui respectait les constitutions, et que tout le monde sait que lui, c'est un coup d'État permanent contre la Constitution française. Mais enfin bref. Donc Macron a réagi comme il le fait, c'est-à-dire de façon épidermique, spontanée, comme ça. Il a des aigreurs d'estomac, ça lui sort comme ça. Il y a une espèce d'enfant gâté, son jouet est cassé, il se met à insulter tout le monde. Enfin, des réactions totalement irréfléchies et immatures. Et il est formidable, enfin, dans le mauvais sens du terme, il est triste, il est affreux de constater la différence entre la France et les États-Unis dans cette affaire. Pendant que Macron commençait à dire que c'était un coup d'État inconstitutionnel, qu'il ne tolérerait pas, qu'il aurait une réaction, comment dirais-je, indomptable, terrible, etc. Je ne me rappelle plus le vocabulaire, j'en ai parlé dans ma conférence précédente. Les États-Unis, eux, ils ont fait quoi? Coup d'État le 26 juillet. Le 27 juillet, il y a eu l'accord du Sénat des États-Unis d'Amérique à Washington, par un vote des sénateurs, pour un nouvel ambassadeur des États-Unis au Niger. Alors, il y a peut-être une coïncidence, peut-être que c'était prévu, c'était peut-être dans les tuyaux, comme on dit, depuis un certain temps, c'est possible. Enfin, la coïncidence des dates est quand même assez extraordinaire et assez troublante. Parce que bon, accréditer, il se trouve qu'aux États-Unis, nous en France, lorsque Macron accrédite un ambassadeur à l'étranger ou un préfet, ça se fait comme une lettre à la poste, personne ne trouve à moufter, alors qu'aux États-Unis, qui, sous certains aspects, est un pays quand même beaucoup plus démocratique que la France, eh bien, le président des États-Unis, lorsqu'il veut nommer un ambassadeur à l'étranger, il est obligé d'avoir l'accord, justement, des parlementaires, en l'occurrence du Sénat. Et le Sénat, donc, le 27 juillet, c'est-à-dire le lendemain du coup d'État à Niamey, a accrédité, a donné son accord à l'accréditation d'une ambassadrice, en fait, une femme qui s'appelle Madame Kathleen Fitzgibbon, qui est une diplomate américaine blanchie sous le harnais, qui connaît très bien le métier, notamment qui connaît bien l'Afrique, et qui est une femme, si j'ai bien compris, un peu à poigne, hein, mais une vraie diplomate, pas quelqu'un nommé par la faveur du prince, parce qu'il y a un certain nombre d'ambassadeurs des États-Unis qui sont nommés parce qu'ils ont financé la campagne du président élu. Mais là, ça n'est pas le cas. Là, c'est une véritable fonctionnaire du département d'État américain. Et donc, cette madame Fitzgibbon est arrivée à Niamey, il y a, là, nous sommes aujourd'hui le 29 août, je crois qu'elle est arrivée aux alentours du 19 ou du 20, ça fait une dizaine de jours qu'elle vient d'arriver. Et on apprend, en allant consulter le site du département d'État américain, on apprend qu'elle a une feuille de route. Ça, c'est assez sympathique aux États-Unis aussi, c'est de voir qu'ils mettent tout sur la table, en définitive. Donc on peut aller se servir, on peut aller chercher des informations. Et on découvre quoi ?
Ben, on découvre ceci. On découvre ceci. Vous voyez, il y a une communiqué de presse qui a été publié le 19 août par le département d'État, dont le titre est Arrival of Ambassador Kathleen Fitzgibbon to Niger, c'est-à-dire donc l'arrivée de l'ambassadeur Madame Kathleen Fitzgibbon au Niger. Et dedans, il est précisé ce que doit être son objectif. Et voilà, vous l'avez sous le nez. Alors je vais vous le pas le lire en anglais, je vais vous le traduire en même temps que vous le voyez à l'écran en anglais. Dû à la crise politique actuelle au Niger, l'ambassadrice Fitzgibbon ne présentera pas formellement ses lettres de créance. Son arrivée ne reflète aucun changement dans notre position politique, mais répond au besoin d'avoir une direction expérimentée de notre mission diplomatique dans une période de trouble. Ça, c'est très intéressant, c'est qu'on voit bien que ça ne change pas la politique, mais ça répond au besoin d'avoir une diplomate expérimentée à la tête de la mission diplomatique à Niamey. Donc on voit que c'était préparé de longue date. Ça n'était pas sorti uniquement d'un chapeau. C'était préparé de longue date. Ils estiment, les États-Unis, que la France étant en train d'être complètement détruite grâce à Macron, et Macron étant d'ailleurs un supplétif des États-Unis, tout le monde l'a compris, ben il s'agit maintenant de prendre sa place. Et alors voilà les phrases qui sont très importantes pour la suite. Il est marqué Her diplomatic focus will be. Donc elle se focalisera diplomatiquement sur le fait de se faire l'avocate d'une solution diplomatique qui préserve l'ordre constitutionnel au Niger. Solution diplomatique qui préserve l'ordre constitutionnel au Niger. C'est une formule empoulée, c'est une formule qui veut tout dire et son contraire, en fait. Ça veut dire, il va falloir négocier. C'est pas du tout la même chose que la position de Macron. Macron qui a dit non, il faut réinstaller Mohamed Bazoum à la présidence, c'est un scandale. Non. D'ailleurs, la phrase suivante de la mission fixée à l'ambassadrice, c'est que son objectif sera the immediate release of President Bazoum, his family, and all those unlawfully detained. Ça veut dire que son objectif sera d'obtenir la libération du président Bazoum, de sa famille et des personnes qui sont illégalement détenues. Voilà. Mais alors évidemment, on peut dire comme ça en regardant rapidement, c'est une position de fermeté. Non, pas du tout. C'est absolument pas une position de fermeté. C'est une position de grande ouverture. Parce que si vous comparez ça avec ce qu'a dit Macron, Macron a dit c'est un scandale, il faut que la junte s'en aille et remettre au pouvoir Mohamed Bazoum. C'est con. Voilà. C'est évident que les gens qui ont tout le pouvoir, le Mohamed Bazoum, il est tout seul, personne ne le soutient dans sa population, il est en prison. Prendre cette position de principe en disant qu'ils va la junte, comme si la junte, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ils vont dire oui, il y a Macron qui le demande, donc on va rentrer gentiment sur la pointe des pieds dans nos casernes et on va remettre le président à la... Enfin vraiment, c'est débile, quoi. Faut vraiment... C'est rien, c'est une pensée égale à zéro. Voilà, M. Macron et Mme Colonna sont des buses, en fait. Ils comprennent rien. Alors que les États-Unis, ils ont compris que les choses venaient il y a quelque chose qui vient de se passer. On peut d'ailleurs légitimement se poser la question de savoir si, en fait, derrière ces présentations, en fait, ce n'est pas eux qui sont derrière. On a vu combien de fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique le double, le triple jeu. C'est d'ailleurs vrai de beaucoup de diplomatie du monde, mais il y a souvent des doubles ou triples jeux, et il est tout à fait envisageable que les États-Unis aient fomenté le coup d'État par Abderrahmane Tiani, dont je parlais tout à l'heure, qui a été formé aux États-Unis et qui était dans les centres des alliés du pouvoir, et que les États-Unis auraient pu lui dire « Pas sûr, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui peut très bien tenir la route », et aurait pu lui dire « Écoutez, allez-y, nous on protestera pas trop. On protestera pour la forme. » Et c'est exactement ce à quoi ça ressemble. C'est une protestation pour la forme, puisque ce texte parle seulement de la libération de l'ancien président, mais ne parle absolument pas de le remettre au pouvoir, et parle par ailleurs d'une discussion diplomatique pour revenir à l'ordre constitutionnel au Niger, mais c'est une formule très vague.
Ça veut dire on pourrait imaginer par exemple un plan de sortie de crise où les puissances, les États-Unis par exemple, reconnaissent la légitimité de la junte à diriger le Niger pendant, mettons, 6 mois ou 1 an, et qu'en échange, Abderrahmane Tiani promet qu'ils ont rétabli l'ordre et la sécurité, et que dans 6 mois ou dans 1 an, ils feront des élections libres conformément à la Constitution. On pourrait très bien dire que c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Rien n'empêchera d'ailleurs, puisque nous sommes dans le monde de la diplomatie internationale et donc du cynisme consommé, surtout avec les États-Unis, rien n'empêchera d'ailleurs le général Abderrahmane Tiani de se présenter lui-même dans 6 mois ou dans 1 an à l'élection présidentielle, d'avoir des médias qui lui seront favorables, surtout s'ils sont stipendiés derrière par les États-Unis, et d'être élu à la tête de la République du Niger de façon constitutionnelle et démocratique. La démocratie version à États-Unis, version Macron, on la connaît. Ce que Macron appelle la démocratie, c'est être élu par des électeurs dans un scrutin où tous les enjeux et la concurrence est entièrement faussée, puisqu'il y a un candidat du système qui bénéficie à lui seul de 25 ou 30% du temps de parole et de 50% du temps d'antenne. C'est ce dont a bénéficié Macron. Voilà. Donc, en réalité, quoi, on voit quoi là ? On voit sous le nez, ça crève les yeux. On voit que la France est en train de perdre pied, et on découvre que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de nous supplanter.